Donc bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Charles Côté, je co-dirige et j'ai cofondé la firme Mu Architecture avec mon associé et ami Jean-Sébastien R. Mu Architecture, c'est une jeune boîte d'architectes internationaux très motivés et passionnés qui conçoivent des projets créatifs et adaptés, allant du pavillon au développement de grande envergure, en passant par des projets parfois un peu plus atypiques, comme les jardins et piscines du Bota Bota, par exemple, qui était un projet lauréat. On avait fait la dernière conférence Circuit Index Design sur le sujet. Et on a également fait une conférence au rendez-vous du design sur comment préserver l'âme ou l'identité d'une corporation dans un projet de réaménagement. Et notre sujet portait sur le nouveau siège social de Moment Factory. On travaille présentement sur de grandes résidences modernes, des tours dans le centre-ville de Montréal, des hôtels. Et on a fait des propositions pour le nouveau chapiteau du Socle du Soleil. Et je vous annonce qu'on a remporté avec la firme BMA la réfection et les nouveaux aménagements de l'Hôtel de Ville de Montréal qui sera entièrement rénové pour 2022. Donc pour une jeune firme qui n'a que 8 ans, les choses vont plutôt bien. On a toujours axé nos valeurs sur la quête d'unicité, sur la communication positive et collaborative et sur l'exploration technologique. D'où mon immense plaisir de discuter avec vous aujourd'hui d'un sujet passionnant et super actuel, l'intelligence artificielle. Buzzword par excellence, l'IA, c'est très excitant, mais c'est aussi très inquiétant. Après le premier âge de la machine, qui est un peu la révolution de la force artificielle, on entre apparemment dans le deuxième âge de la machine, qui est la révolution du raisonnement artificiel. On se rappelle tous du grand joueur d'échecs Garry Kasparov qui s'est fait battre par le superordinateur Deep Blue en 1997. Et bien plus récemment, un événement similaire s'est produit avec la défaite du champion du jeu de Go, considéré beaucoup plus complexe que les échecs à cause du nombre de combinaisons possibles. Le programme AlphaGo a mémorisé des centaines de milliers de parties et il savait quoi jouer pour battre son adversaire humain. C'est impressionnant, mais ça ne s'arrête pas là. Une version améliorée de l'intelligence artificielle nommée AlphaGo 0 a été créée. Cette fois-ci, on ne lui a donné que les règles du jeu. Et pendant 3 jours, elle a joué 5 millions de parties avec elle-même. Elle en est venue à maîtriser le jeu. Et AlphaGo 0 a battu la version précédente, AlphaGo 100 parties contre 0. Ce qui est stupéfiant ici, c'est que cette nouvelle IA n'a pas appris des humains, mais d'elle-même. Ce qui est aussi stupéfiant, c'est que pour devenir un grand maître, un humain doit y consacrer sa vie. L'IA est passée de néophyte total à grand maître incontesté en 3 jours. Et elle peut transmettre son savoir à 100 millions d'ordinateurs instantanément. C'est fréquent? Oui, c'est fréquent. Bon, aujourd'hui, à travers des projets et des études de cas, je vais vous parler de l'expérience de Mu Architecture dans le domaine de la conception algorithmique. Je vais tenter de vous expliquer comment fonctionne l'intelligence artificielle et on va explorer ensemble de quelle manière est appliquée dans le domaine de la conception en 2018. Merci. J'ai construit ma conférence de manière à essayer de satisfaire autant le néophyte que le spécialiste. Mais tout d'abord, je ne sais pas s'il y en a ici qui aiment l'histoire. Moi, j'adore l'histoire. Si vous permettez, j'aimerais démarrer la conférence sur une petite réflexion historique avant d'aborder l'application de l'intelligence artificielle dans le domaine de la conception. Comme vous savez, on vit dans un monde dans lequel le paradigme central est le progrès. Tout est conçu et envisagé de manière à prévoir une amélioration, un changement, une meilleure performance, un surpassement. Vous savez très bien que le monde dans lequel vous vivez est en constante évolution. On nous promet de fouler le sol de Mars dans 10-15 ans. Ça va être le premier voyage interplanétaire. C'est majeur, ça. Et c'est demain. Y en a-tu ici qui sont sceptiques là-dessus? Levez la main, les sceptiques. Bon, visiblement, l'écrasante majorité est confiante que cette évolution fulgurante est bien en cours et bien réelle. On nous promet aussi l'immortalité, l'ordinateur quantique et la singularité à l'horizon 2050. Mais vous savez que votre monde va être différent dans 20 ans et probablement complètement méconnaissable dans 200 ans. Ça, vous le tenez pour acquis. Par contre, cette notion de progrès-là n'a pas toujours été un des piliers de la civilisation. À l'époque de Ramsès II, un Égyptien ordinaire prévoyait que dans 200 ans, voire même dans 500 ans, sa société serait la même, avec ses bons vieux outils, à quelques améliorations près, ses bonnes vieilles pyramides, ses pharaons et ses divinités immortelles. On sait de nos jours que même les divinités sont mortelles. On vit dans un monde de progrès, de changement, mais depuis quand? J'aimerais déboulonner ici un mythe sur l'avènement de la notion de progrès. Les Britanniques aimeraient bien nous faire croire qu'ils sont un peu les initiateurs du progrès avec leur révolution industrielle au 19e siècle, en fait entamée au 18e, mais les historiens s'entendent de plus en plus pour dire que le virage a plutôt eu lieu à la fin du Moyen Âge.
Ça date en fait de la Renaissance. C'est quoi la Renaissance? Lorsque Mehmed II s'empare de Constantinople pour le compte de l'Empire ottoman le 29 mai 1453, les savants et philosophes fuient ce qui reste de l'Empire romain qui aura vécu plus de 2000 ans. Ils quittent avec des textes précieux. Ils ont en possession des écrits des philosophes de l'Antiquité. La Renaissance sera tout d'abord italienne avant de devenir française et allemande. C'est la redécouverte des philosophies, des histoires et des techniques qui nous proviennent de l'Antiquité. Et quel en sera l'impact? Eh bien, elle contribuera à se désencarcaner de l'obscurantisme. Elle ouvrira la porte au progrès, débouchera finalement sur les Lumières et la modernité. En effet, on assiste à un changement de mentalité avec l'avènement de la Renaissance. L'homme ne voit plus son destin comme une fatalité. Il réalise qu'il peut modifier la nature qui l'entoure. On assiste à l'invention de l'imprimerie de Gutenberg, invention extrêmement importante, évidemment parce que ça a permis de diffuser le savoir, mais une autre chose importante que l'imprimerie a permis de faire, c'est de stocker une plus grande quantité d'informations, de données. Cette époque voit de grands principes émerger qui seront les bases du progrès, comme par exemple la spécialisation du travail, la concentration des métiers des corporations, l'économie de marché, l'invention du brevet qui permet désormais à son inventeur d'obtenir richesse et gloire. C'est pas rien ça. En passant, le premier brevet a été octroyé à l'architecte Brunelleschi, qui est le concepteur du fameux dôme de la cathédrale Santa Maria del Fiore de Florence. Et tout ça, ça vient avant la mécanisation de la production, qui n'est qu'un jalon de cette fameuse révolution du progrès. Au début du 19e siècle, l'arrivée de la machine a fait paniquer le monde ouvrier. On a même assisté à un mouvement populaire en Angleterre, le mouvement ludiste, où les artisans sont mis à attaquer et démolir les machines. Aujourd'hui, on ne met plus du tout en question l'utilisation de ces machines. Et honnêtement, j'aimerais bien voir la face de l'artisan des années 1800 si on lui présentait les usines robotisées de Tesla. Encore là, personne ne remet en question la présence des robots pour nous aider dans notre production qui est devenue exponentielle. Le terme progrès vient du mot latin progressus, qui signifie la marche en avant. Rabelais fut le premier à l'utiliser en 1548. Descartes fut un des premiers à théoriser cette notion au début du XVIIe siècle, mais le terme est devenu usuel qu'au début du XIXe siècle. Ce qui est surprenant, c'est que cette notion de progrès sera en fait une idéologie ou même une croyance, basée sur le fait que l'histoire a un sens et que la science, supportée par l'économie, l'État et la technique, doit nous conduire vers une société plus heureuse. Tout comme le progrès, mon sujet d'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, bien que ce soit un mot qui est complètement à la mode, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dès les années 40 et 50, on parlait déjà de concevoir un cerveau artificiel. Turing parlait en 1950 d'une machine qui peut penser. L'IA a connu des périodes creuses où l'intérêt du public n'y était pas du tout, mais grâce au progrès récent dans l'informatique, elle fait présentement un retour triomphal. En 2008, j'étais à l'époque à Barcelone et je me suis mis à fréquenter l'IAC, ou Institute of Advanced Architecture of Catalunya, qui, avec le MIT, était l'endroit où être pour quiconque s'intéressait à ce qui s'en venait dans le domaine de l'architecture. Le professeur disait qu'il formait la nouvelle génération d'architectes en leur apprenant à littéralement programmer les robots à venir. J'allais voir beaucoup de conférences, j'ai même passé des nuits blanches à aider des amis qui faisaient une maîtrise. J'ai travaillé pour une boîte qui s'appelle DNA et j'ai rencontré là-bas des gens qui venaient de partout et qui étaient tous passionnés par cette nouvelle architecture. C'était il y a 10 ans. J'avais le choix de faire une maîtrise moi-même ou démarrer ma propre agence et engager des spécialistes en architecture paramétrique. J'ai choisi d'ouvrir mon propre bureau finalement. Je ne suis donc pas un programmeur. Je suis plutôt devenu un fixeur d'objectifs à atteindre. Je me suis lancé dans l'aventure avec mon associé Jean-Sébastien qui venait de terminer 5 années à Dubaï et qui partageait la même passion que moi. On a donc toujours eu des spécialistes en architecture paramétrique dès le premier jour. Et ce type de conception est encore très peu utilisé au Canada, mais notre passion nous a toujours poussés à explorer. Et la raison pour laquelle je vous parle de tout ça, c'est que pour comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle dans la conception, c'est important de comprendre d'abord la conception paramétrique ou algorithmique. Donc avant d'aborder l'intelligence artificielle à proprement parler, j'aimerais vous présenter quelques projets de cette fameuse architecture réalisée chez MU afin de vous faire comprendre ses rouages. Donc, certains d'entre vous sont déjà familiers avec ces outils-là, comme Dynamo ou Grasshopper, par exemple. Pour ceux qui sont moins familiers, il s'agit de programmes qui permettent, grâce à des algorithmes, de générer des formes complexes sans avoir à tout programmer soi-même. L'interface est suffisamment intuitive pour passer des mains du programmeur à celles de l'architecte. Alors, ça ressemble à ça. Chaque petite boîte que vous voyez en bas, là,
C'est un algorithme, une fonction mathématique qui vient transformer notre forme de départ selon les paramètres qu'on veut bien lui donner, et on peut ensuite de ça les ajuster. Ce qu'on remarque la première fois qu'on utilise ces programmes, c'est qu'ils permettent de connecter tous les éléments. Les paramètres deviennent interreliés, puis si on en modifie un, les autres suivent. Pour vulgariser, j'adore utiliser l'analogie du banc de poissons. Les individus se suivent tous à une certaine distance. Et dès qu'un événement se produit et qu'un des poissons dévie de sa trajectoire, tout le groupe se réajuste pour rester à équidistance. Ici, c'est un pitch qu'on a fait vraiment en quelques jours pour une tour résidentielle de 53 étages en plein centre de Fort Lauderdale, en Floride. Notre concept évoquait des voiles soulevées par le vent et par le courant d'air qui est comme créé par le viaduc qui surplombe le canal. Les ouvertures sur le côté répondent à ce principe-là. Et donc, si on modifie une d'entre elles, les autres s'ajustent. Vous pouvez voir en bas, ça c'est l'algorithme qu'on a construit pour obtenir ces formes-là. Une autre proposition, cette fois un ajout pour un hôtel existant, à Vaudreuil. Ouais, on s'est un peu lâché lousse, là. Dans ce cas-ci, c'est au niveau des éléments du mur rideau. Donc, on bouge un menu et tous les autres s'ajustent de manière à préserver cette forme plutôt organique. Et en considérant toutes les modifications qui peuvent survenir dans un projet comme celui-là au cours de son développement, mais évidemment, modifier manuellement tous les éléments à chaque fois serait carrément impossible. Donc, on peut dessiner des formes qui étaient autrefois démesurément complexes et les ajuster dans le détail instantanément. On a également la possibilité de retranscrire toutes les composantes dans des tables pour la production. Puis on peut même s'assurer que dans des formes complexes, tous les éléments vont être identiques, ce qui réduit considérablement le temps et les coûts de production. Moi, je peux imaginer quelqu'un qui essaierait de dessiner ça sur une table à dessin, là, vraiment bonne chance. On a également travaillé sur des projets un peu plus complexes, puis je vais prendre le temps de vous en présenter deux. En 2012, on nous a approchés pour faire la conception des bureaux administratifs annexes à une usine de la compagnie Enerkem à Edmonton. Enerkem, c'est une entreprise québécoise qui se spécialise dans la conversion de déchets en énergie. Ça rappelle un peu Back to the Future, puis c'est pas mal ça. Alors, leurs usines sont toujours positionnées près des centres d'enfouissement dans des sites industriels. Et grâce à leur super technologie, les déchets non recyclables et non compostables sont soumis à très haute pression dans un condensateur qui en extrait le carbone pour en faire des biocarburants. Ces condensateurs-là présentent toujours un risque potentiel d'explosion et notre bâtiment devait prendre ça en compte. Donc, on a aménagé le programme complet du client dans un bâtiment cubique de 2 étages d'environ 6000 pieds carrés. Et selon notre programme qui divisait nos étages en 9 carrés identiques, on devait prévoir au rez-de-chaussée 2 carrés pour la zone accueil, 3 carrés pour la zone employée et 3 carrés pour la zone de contrôle. Le 9e carré était destiné à un atrium central avec escalier, puis tout l'étage en haut était occupé par des bureaux. Donc jusqu'ici, tout va bien. Par contre, le client nous avait parlé de la construction potentielle d'une dizaine de sites à venir aux États-Unis. C'est là qu'on a eu l'idée de créer un objet préprogrammé qui pouvait se repositionner, s'adapter et même évoluer selon les conditions environnantes. On s'est mis à jouer avec ces 3 zones-là et on a simulé différents contextes qui intégraient 3 paramètres externes importants. Le positionnement de l'usine et son condensateur, petit point gris que vous voyez ici, l'accès public ici en vert et le stationnement des employés en gris foncé. Dans cette conception générative, chacune des options devait connecter l'usine avec la zone de contrôle, l'accès public avec la zone accueil et le stationnement avec la zone employée. On pouvait maintenant préprogrammer le positionnement des zones selon le contexte. Évidemment, on ne s'est pas arrêté là. On a créé un algorithme que voici pour générer notre façade en fonction du positionnement de l'usine et du risque d'explosion du condensateur. En temps normal, un concepteur aurait simplement mis ces façades-là opaques. Nous, on voulait que l'enveloppe qui prenait l'allure d'une carapace puisse présenter un attrait architectural, une identité. On a défini 4 paramètres pour nos panneaux de notre enveloppe qui allaient couvrir nos murs rideaux. Évidemment, la dimension des panneaux, leur densité, donc le jeu de plein ou de vide, l'angle de leur installation qui permettait de jouer avec l'opacité de la façade, et la robustesse. Donc, est-ce qu'on mettait un panneau d'acier d'1 centimètre d'épais ou du verre givré, par exemple. Ça nous a donné ceci. Donc, en fonction du positionnement, du risque d'explosion du condensateur, on voit la façade se pacifier pour augmenter sa protection. La façade s'ajuste et se construit elle-même. Dans cette vidéo-ci, plus on s'approche du condensateur, plus la façade se densifie pour, encore une fois, augmenter la protection des usagers. À l'image des ordures qu'on décompose pour recomposer en énergie,
notre architecture prenait la forme d'une masse qui tranquillement se décomposait pour laisser apparaître le verre et la lumière. Même si ce bâtiment-là n'a jamais été construit, on a quand même réussi à concevoir et à programmer un seul et même bâtiment qui avait la possibilité de se présenter sous de multiples aspects, sous de multiples couleurs, et qui pouvait offrir une configuration optimale en réponse à un site donné. Un autre projet sur lequel on a travaillé en 2013, c'est un concours à Taichung, Taïwan, pour un centre culturel et une bibliothèque nationale de 700 000 pieds carrés. Notre concept, c'est un jeu de volume dans lequel était réparti tout notre programme. On les a empilés pour réduire notre empreinte au sol et pour créer une connexion ininterrompue entre la rue et le parc à l'arrière du site. Donc, en pivotant puis en glissant certains volumes, on arrivait à générer des arches, aller chercher une multitude de vues puis créer des porte-à-faux assez spectaculaires. Étant donné la forme complexe qui en a résulté, la gestion de l'ensoleillement sur ces façades-là devenait extrêmement complexe. On se retrouvait quand même avec 52 façades. Donc, en raison du programme qui était très vaste et détaillé, on a pris la décision d'automatiser la conception de nos façades. Pour chaque volume, on a déplié les 4 façades pour en faire une bande. Et selon l'ensoleillement désiré de chaque pièce, on a attribué un code ou un degré d'ensoleillement voulu. On a préalablement déterminé à quel point on voulait opacifier certaines parties des façades en fonction du programme à l'intérieur. Donc, par exemple, est-ce qu'on voulait protéger des livres, au contraire, éclairer un atrium, etc. Donc, avec ces degrés d'ensoleillement, on a obtenu des zones qu'on a pu traduire par un revêtement complètement opaque, un vert givré ou un vert clair. Et tout cet exercice nous permettait de bien gérer le chauffage passif et l'éclairage naturel de manière, évidemment, à réduire les coûts en électricité pour l'éclairage artificiel. Pour animer nos façades, on a donné à notre enveloppe un aspect d'alvéole. Pour les surfaces qui devaient être opaques et qui étaient très exposées au soleil, on a emprunté une technologie développée par une chercheure suisse qui consiste en un matériau spongieux, le poly-N-isopropylacrylamide. Ce matériau-là absorbe l'humidité ou l'eau de pluie et à 32 degrés Celsius précisément, il se contracte soudainement pour créer de la condensation qui peut faire chuter sa température de 15 degrés Celsius. Donc, en s'inspirant du vivant, on voulait que notre bâtiment puisse littéralement suer et ainsi faire descendre la température ambiante sans climatiser, donc sans consommer d'énergie. Voilà le résultat. Donc, la conception des élévations aurait été très fastidieuse en considérant qu'on voulait avoir une apparence organique. Encore une fois, on aurait pu déplacer les pièces à l'intérieur et les façades se seraient ajustées automatiquement. Et ce que ces magnifiques programmes-là nous ont fait réaliser, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'architecture, la conception n'a plus besoin d'être intuitive. Elle peut être parfaitement optimisée pour des paramètres donnés. On définit les critères de conception, on entre les paramètres pertinents et l'algorithme crée les solutions. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est possible de comprendre rapidement si les paramètres ou les critères de design sont bien définis ou même s'ils sont pertinents. On peut les changer, on peut les modifier, on peut les interrelier, créer des nouvelles formes. Maintenant, j'aimerais vous parler de l'intelligence artificielle. Tout ce que vous venez de voir n'en est pas. Vous allez me demander c'est quoi la différence? La différence, c'est la nature des algorithmes, leur nombre et le niveau de complexité de leurs interrelations. Parce qu'on est toujours dans le monde des algorithmes ici. Et pour clarifier mon propos, je vais tenter de vous expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle. Premièrement, ce n'est pas une discipline à proprement parler, mais plutôt un ensemble de théories et de technologies rassemblées autour d'un concept. Donc, ça se trouve à cheval entre les sciences cognitives, les mathématiques et l'informatique. Et dans la quête d'optimisation dont j'ai fait mon introduction tout à l'heure, les chercheurs ont tenté depuis une cinquantaine d'années déjà de faire comprendre à un ordinateur des concepts. Alors on se parle, l'IA engouffre déjà des dizaines de milliards en investissement. Montréal, la Silicon Valley, New York, Londres se positionnent déjà parmi les grands centres de recherche au monde. Donc comme en astrophysique, on a souvent eu tendance à tout ramener à une belle longue phrase mathématique. Et comme c'est impossible de télécharger tous les exemples pour que l'ordinateur comprenne ce dont on parle, on a conçu ce qu'on appelle le machine learning. Vous m'excuserez, je n'ai pas trouvé la traduction française. Les chercheurs ont donc développé une architecture informatique constituée de nombreux algorithmes interconnectés en plusieurs couches qu'on appelle les machines de Boltzmann restreintes. Je vais maintenant vous décrire chacune d'entre elles dans le détail. Non, non je n'irai pas plus loin parce qu'on manquerait de temps. Hein? Il y a des petites choses qui m'échappent aussi. En fait, un peu à l'image du cerveau, c'est un peu comme des neurones artificiels. Donc, un élément très important ici, c'est la non-linéarité des opérations, ce qui permet d'effectuer une tâche extrêmement complexe grâce à des opérations parfois simples
mais organisés en réseau ou en niveaux superposés. D'où le concept de profondeur, de deep learning, d'apprentissage profond en français. Vous voyez sur l'image, on a 5 niveaux. À l'heure actuelle, on est capable de se rendre au-delà de 150 niveaux. Donc, vous pouvez imaginer à quel point les possibilités de connexion sont démultipliées. La réaction d'un neurone active les neurones du niveau suivant d'une manière spécifique. Chaque niveau se concentre sur un aspect particulier. Ce processus permet d'abstraire, d'affiner, jusqu'à concevoir. Donc, grâce à une multitude de couches de représentation, l'ordinateur, par exemple, peut abstraire une image jusqu'à ce qu'il distingue forme, texture, couleur, quantité. Il peut ensuite aller puiser dans le big data, ou les données massives en français. Puis pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce concept-là, il s'agit en fait de pouvoir plonger dans l'infinité de données sur le web et grâce à des algorithmes de recherche poussés, d'en ressortir avec une information, une statistique ou une tendance. C'est juste purement impossible à faire pour des humains. Une fois qu'il a cette information-là, il peut en extraire une réponse plausible selon une analyse statistique. Il y a 99% de chances que le visage que je regarde en ce moment, c'est celui de Charles Côté. Bon, il peut rentrer. Donc, l'humain, il ne peut pas lui enseigner toutes les formes d'abstraction possibles. L'ordinateur doit apprendre par lui-même. Puis, il le fait en créant ses propres bases de données, ses propres raccourcis. On a remarqué, comme les humains et les animaux, l'IA doit d'abord acquérir des concepts simples afin d'apprendre des concepts plus complexes. L'apprentissage est graduel. Comme les outils, les machines et les robots, son rôle est de remplacer les humains pour effectuer certaines tâches ou simplement les faciliter. Et à la différence de ceux-ci, et grâce à de puissants algorithmes, l'IA permet de prendre des décisions. Elle peut s'adapter, et comme nous l'avons vu avec l'exemple d'AlphaGo 0, elle peut s'entraîner elle-même. David Silver, un des principaux chercheurs du projet AlphaGo, a dit « We've removed the constraint of human knowledge ». Ça veut dire que maintenant, l'ordinateur peut apprendre mieux par lui-même. En passant, il peut maintenant composer des morceaux de musique et même peindre des œuvres d'art. Vous demandez probablement pourquoi l'IA maintenant, c'est quoi le buzz? Qu'est-ce qui a changé dans les 2-3 dernières années? Premièrement, la puissance de calcul de nos machines, qui croît toujours de façon exponentielle. Deuxièmement, les données qui ont littéralement explosé. Et quand je dis exploser, 90% de l'information produite par l'humanité nous provient des 2 dernières années. Je répète, 90% de l'information produite par l'humanité nous provient des 2 dernières années. On produit 2,5 quintillons de bits par jour. Ça, c'est un quintillon, c'est un 1 suivi de 30 zéros. Et ça, c'est rien. On prévoit une explosion beaucoup plus importante avec l'avènement des objets connectés, le fameux Internet of Things. Troisième facteur, c'est la demande. On voit les applications potentielles, on commence réellement à l'utiliser. Où la retrouve-t-on en ce moment? Dans nos applications. Traduction, autocorrection, reconnaissance faciale, vous êtes familier avec ces choses-là, reconnaissance vocale, suggestion des liens sur Facebook en fonction de votre historique, mais aussi les voitures autonomes, les diagnostics médicaux, etc. Et si on se redirige dans notre domaine, donc par rapport à l'architecture paramétrique, l'IA, en plus de traiter des algorithmes, peut pousser l'analyse, peut comparer des banques de données, des statistiques, peut se baser sur son apprentissage afin de prendre des décisions préliminaires. Elle peut effectuer un premier tri décisionnel. Plus elle démontrera sa fiabilité, plus elle sera intégrée dans nos processus. Plus elle prendra des décisions, plus elle facilitera notre quotidien. Tout ça m'amène finalement à discuter de l'application de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'architecture et du design. On pourrait appeler ça l'automatisation de la conception ou la conception artificielle ou pourquoi pas l'e-architecture. Une des premières choses que l'IA peut faire pour nous, architectes et designers, c'est, comme je le disais, la collecte d'informations dans les données massives. Toutes les données du site sont analysées, l'ensoleillement, les vents, le climat, la topographie. En faisant le relevé photographique en 3D, ou plutôt photogrammétrie, on obtient ces fameux nuages de points que l'IA peut interpréter et redessiner correctement afin de l'intégrer dans le BIM, ou Building Information Modeling, qui est le nouvel outil des architectes. Des logiciels comme DepthMapX, qu'on peut voir à droite ici en bleu, ou encore Unity 3D, qui fut conçu par l'industrie du jeu vidéo, nous permettent de simuler des personnages qui vont se promener à l'intérieur de l'espace. Et ces programmes peuvent nous aider à comprendre le trafic dans le bâtiment, analyser sa fonctionnalité, ou encore calculer les distances aux issues, par exemple. Mis à part l'analyse, une fois qu'on a bien identifié et sélectionné nos paramètres, l'ordinateur peut se lancer dans ce qu'on appelle la conception générative.
La conception générative, qui est déjà utilisée dans le domaine du design industriel, se base sur la modélisation paramétrique afin de proposer une multitude de solutions. On peut parler de centaines de milliers d'itérations. Ces solutions-là sont analysées, on retient les plus pertinentes, on ajuste les paramètres, puis on relance le processus de genèse. Et c'est ici que l'IA peut nous faciliter le travail, en faisant déjà une multitude de choix pour nous, en accélérant le processus d'optimisation. Je vais maintenant vous présenter 3 études de cas qui illustrent bien l'atout que peut représenter l'intelligence artificielle dans notre domaine dans les années à venir. Vous m'excuserez, la qualité n'est pas terrible, mais il faut porter attention aux grandes lignes. Je me suis entretenu avec Hervé Lange, qui est un des spécialistes en intelligence artificielle chez Autodesk. Vous connaissez tous Autodesk, hein, c'est la compagnie qui a créé AutoCAD. Et ça se trouve qu'à l'heure actuelle, c'est les leaders pour tout ce qui unit IA et design. Ils ont fondé un laboratoire de recherche qui s'appelle The Living, qui est dirigé par David Benjamin. Et leur projet phare, c'est l'aménagement de leur propre bureau dans le quartier d'innovation de Toronto, le Mars Discovery District. Je vais vous montrer une vidéo qu'ils ont produite pour décrire leur processus. Alors, ils ont commencé par modéliser les 3 étages concernés, puis ont défini tout le programme à insérer, les bureaux, les salles de réunion, les aires ouvertes, etc., pour satisfaire correctement leurs centaines d'employés. Ils ont également défini 6 paramètres ou objectifs de design qui allaient guider leur projet. La proximité, le mode de travail, l'interconnexion, la productivité, l'ensoleillement et les vues. Et pour les aider à atteindre leurs objectifs, ils ont même réussi à coder le quotidien ou le parcours idéal de certains employés. Ils ont analysé l'existant et ses contraintes. Et ils ont délimité des zones d'intervention. Donc, ils ont ensuite séparé leurs espaces en départements ou en zones, que vous voyez, en rouge. Ce qui est intéressant, c'est que dans leur processus de conception générative, toutes les options sont filtrées par les algorithmes des 6 paramètres de départ. On voit ici la proximité, donc les distances de parcours qu'on doit minimiser en fonction de la proximité désirée de chaque département. Ici, on a le mode de travail de chaque employé qui doit être respecté. On considère ici les relations privilégiées, le degré de lumière et l'acoustique adéquat pour telle ou telle tâche. Vient ensuite l'interconnexion. Quels seront les espaces partagés et où aura lieu l'achalandage. Suivi de la productivité qui tente de limiter les distractions pour le travail exigeant une plus grande concentration. On a évidemment la gestion de l'ensoleillement afin de s'assurer que la lumière pénètre bien dans les bureaux à toutes les heures de la journée. Et on termine avec l'analyse des vues. Donc l'intelligence artificielle se lance dans la conception générative et propose des milliers d'options. Des dizaines de milliers d'options. Chaque point que vous voyez est passé par les 6 paramètres qu'on vient de voir tantôt. Donc, en bout de ligne, on peut sortir des diagrammes pour choisir, par exemple, l'option qui va le plus favoriser la productivité, par exemple. On choisit quelle importance on veut donner à chaque paramètre. Dans cette étude de cas, ils ont mis 6 paramètres, mais on aurait très bien pu en mettre 10, 20, 30. On peut aussi s'assurer que peut-être que tous les codes les articles du code du bâtiment soient respectés grâce à des algorithmes. On a ici une deuxième étude de cas. Il s'agit du projet de maîtrise d'un dénommé Nate Holland. Ce projet-là date de plusieurs années, mais il est toujours très, très pertinent. Son projet consistait à générer une tour d'habitation de 57 étages et augmenter la valeur de chaque unité en maximisant ses vues et son ensoleillement. Donc, Nate a d'abord modélisé les environs et les conditions existantes. Il nous explique ici que le travail s'est partagé entre l'ordinateur et le designer pour en faire une équipe intégrée, l'un guidant l'autre et vice-versa. Donc, en lançant ces algorithmes, il analyse le positionnement idéal au rez-de-chaussée pour être à la bonne distance des transports, des places publiques et des commerces, tout en ayant une bonne dose de lumière naturelle. Pour simplifier le travail, il prend des formes carrées pour dessiner son plan. Son programme évalue la configuration optimale. On va voir, il ajuste manuellement, là, très rapidement, une forme qui ne respecte pas les retraits, puis il relance le processus.
La forme de base est finalisée. Maintenant, il s'attaque au dernier étage, en considérant les vues, les obstacles, l'environnement bâti. Le logiciel calcule pour optimiser les vues. Puis, il va venir fusionner le plan du rez-de-chaussée avec le dernier étage en une seule forme. Il peut à tout moment relancer le processus à des étages intermédiaires pour obtenir des formes différentes. Nate et son assistant ont ainsi généré une multitude d'itérations. Et à travers des analyses, après quelques maquettes 3D, il peut évaluer quelle forme est la plus fonctionnelle et la plus esthétique. Il a même créé un diagramme qui identifiait les options qui pouvaient être rentables. Ça, c'est assez intéressant. Son algorithme va calculer ici le nombre d'unités optimales par étage. Et en bout de ligne, ça nous indique si c'est des studios, des 2 chambres ou des 3 chambres. Et à chaque fois qu'il place ça, il analyse l'intérieur de chaque unité. Donc, il le fait en positionnant lui-même les pièces à l'intérieur de manière à favoriser les vues et une certaine viabilité. Et là, vous pouvez voir à gauche les unités en 3D qui apparaissent automatiquement. C'est ahurissant. Ça serait tout seul, Ça se fait tout seul. ça. Ça donne une architecture qui peut sembler étrange à première vue, mais il s'agit bien d'une forme optimisée. Moi, personnellement, je trouve que ça ressemble un petit peu à un arbre ou un tronc d'arbre, quelque chose comme ça. Un ficello. Après ça, bien sûr, on peut ajouter les paramètres, puis affiner davantage le produit, ou même le travailler manuellement pour le rendre plus élégant. Un autre joueur dans l'application d'intelligence artificielle dans le domaine de l'architecture et du design, c'est sans conteste MX3D. Cette entreprise condensérant le talentueux Joris Larman est basée à Amsterdam et travaille sur la production automatisée et autonome de structures uniques générées par ordinateur. Donc, ces pièces sont en alliage métallique soudable. MX3D développe une technologie qui est révolutionnaire, fabrication additive robotisée. Donc, en d'autres termes, d'ici une dizaine d'années, on pourrait imaginer des robots construire des constructions légères comme des ponts, des bâtiments complets, des navires, ou peut-être même des colonies sur Mars. Pour eux, les robots aideront vraiment à façonner notre avenir. L'avantage du système, c'est qu'on peut imprimer une grande variété d'alliages métalliques dans pratiquement toutes les tailles et toutes les formes. Mais ce n'est pas juste le seul avantage qu'on peut citer ici. Il y a aussi l'optimisation au niveau du poids et de la résistance. Comme ça limite évidemment le gaspillage de matière. Le coût de production est également avantageux, ainsi que la rapidité de production. Ici, MX3D imprime en 3D un pont entièrement fonctionnel en acier inoxydable pour traverser un des canaux les plus anciens et les plus célèbres du centre d'Amsterdam, le Oudéjuge d'Archtenborbal. À partir d'un logiciel spécifique, les robots industriels peuvent contrôler et ainsi construire une structure au millimètre près. C'est une approche qui est unique et qui permet d'imprimer en 3D des structures, comme je l'ai dit, solides, complexes et gracieuses. Donc, grâce à un logiciel spécial, l'ordinateur va calculer toutes les combinaisons possibles pour que la structure soit la plus résistante, sécuritaire, réaliste. Et Joris Larman, qui est à l'origine du projet, affirme que ce pont viendra démontrer comment l'impression 3D entre finalement dans le monde de la grande échelle des objets fonctionnels et des matériaux durables, tout en permettant une liberté de design sans précédent. Cette technologie-là est toujours en développement, mais de nombreux autres projets sont déjà en cours d'expérimentation. On peut retrouver des sculptures ou encore des micro-architectures en alliage métallique qui ont tout un point en commun, une espèce de forme organique. C'est une forme qui est représentative des logiciels d'optimisation. C'est une approche très prometteuse. Vous pouvez vous imaginer des machines construire seules des infrastructures. Ça paraît un peu invraisemblable, mais c'est pourtant ce qu'MX3D fait. Donc, dans ces 3 études de cas, l'objectif, c'était de ne pas dicter à l'IA quoi faire, mais plutôt la laisser nous arriver avec des solutions par elle-même. Le cerveau est beaucoup plus conditionné qu'on le pense, et cette nouvelle technologie nous permet d'apporter des solutions fraîches et inattendues.
Bien que peu appliquées à l'heure actuelle dans le domaine de l'architecture, ces techniques et programmes dont on parle ont déjà fait, comme je l'ai dit, leur apparition dans le domaine du design industriel. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les professeurs du IAC et du MIT avaient compris depuis déjà un certain temps qu'une fois la production robotisée, et aussi grâce à l'impression 3D, la forme, qu'elle soit simple ou extrêmement complexe, prendrait le même temps à produire et coûterait la même chose. Que ces nouvelles technologies-là nous permettraient en plus d'économiser sur la quantité de matière, sur le poids des objets. Ça, c'est deux paramètres qui sont quand même très importants dans le domaine de la construction. On est maintenant nombreux à penser qu'une grande révolution dans le domaine de la construction partira de là. Si vous remarquez bien, on se dirige vers des formes assez organiques, qui sont visiblement optimisées, qui sont visiblement beaucoup plus optimisées que les systèmes structuraux qu'on a très rigides, qu'on utilise à l'heure actuelle. Et en fait, l'intelligence artificielle nous a ramenés vers ceci. En médecine, les petits sillons ou les vides qu'on retrouve dans les os se nomment trabécules ou structures trabéculaires. Vous comprendrez que ce résultat, c'est la solution d'optimisation développée par la nature sur des millions d'années. L'intelligence artificielle en arrive à la même conclusion. Toujours dans l'esprit que construire complexe et construire simple prendra pratiquement le même temps, un autre aspect, c'est le détail ou l'ornement qui risque de faire un retour en force dans le domaine. Il y aura l'avantage cette fois d'éviter les coûts prohibitifs de l'artisanat, mais aussi de pouvoir produire au millimètre près exactement ce qui fut conçu. Ici, on voit les fameuses colonnes d'Astana de l'architecte Michael Ansmeyer qui ont été présentées au Grand Palais à Paris. Maintenant, j'aimerais vous amener dans une échelle beaucoup plus grande. La connexion Internet ne sera plus l'exclusivité des ordinateurs et des téléphones. Beaucoup de nos objets de tous les jours communiqueront, nous analyseront et permettront d'améliorer notre quotidien. Vous savez de quoi je parle? Je parle de l'Internet des objets, Internet of Things, qui est en fait un vaste tissu d'informations. Tout ce qui est construit restera en communication avec les concepteurs ou les propriétaires de manière à dialoguer ce qui dépérit, ce qui fonctionne bien, ce qui n'est pas utilisé, ce qui pourrait être amélioré. On se dirige donc vers des bâtiments vivants, des bâtiments sensibles, des bâtiments qui dialoguent. On va littéralement leur créer des systèmes nerveux. On assistera, à l'échelle de la ville, à une intelligence artificielle qui, en connaissant nos parcours quotidiens, pourra tracer des cartes, évaluer les besoins et faire des recommandations. Par exemple, déterminer en fonction de l'évolution démographique qu'une école primaire manquera dans tel secteur, qu'un CLSC manquera dans tel autre. Que, par exemple, le mouvement des piétons à telle intersection nécessitera un feu de circulation. Elle pourra même entamer des procédures pour démarrer un projet suite à l'analyse de données reçues en temps réel. Une ville adaptable socialement. C'est sûr qu'on ne peut pas être motivé. On veut conserver notre intimité, mais la réalité, c'est que les grandes compagnies savent déjà tout de nous, à un point qu'ils connaissent certaines de nos habitudes mieux que nous. Tout ce qui est collecté à partir d'un individu sera utilisé pour le bien de la communauté et pour son développement. Bien sûr, tout ne sera pas fait sans notre approbation. On sera présent tout au long du processus. Ron Bekiri du collectif Architecture for Humans, situé au Kosovo, parle de l'avènement d'une vraie démocratie, basée sur les besoins réels des gens et non sur des programmes électoraux. C'est un peu le sujet d'une autre conférence. Alors, à quoi ressemblera le métier d'architecte dans l'avenir? Si on se permet de rêver un peu, on pourrait s'imaginer ce scénario-là dans un futur proche. J'arrive au bureau le matin, je me fais un bon café, j'allume mon intelligence artificielle que j'ai nommée Gilles, et je lui parle directement. Bonjour Gilles. Bonjour Monsieur Côté. Moi, je lui demande de m'appeler Monsieur parce que c'est quand même important qu'il sache c'est qui le boss. Hein? J'ai vu la matrice. Hein? Gilles, j'ai une résidence à concevoir sur tel site avec tel type de pièces qui doivent donner sur telle vue, qui doivent être agencées selon tel besoin du client. Une fois que j'ai terminé ma commande, je n'ai pas le temps de prendre ma deuxième gorgée qui me revient avec 3 options. Après quelques discussions et correctifs avec mes collègues au bureau, Gilles produit dans l'heure les plans, coupe, élévation, une vidéo de présentation et une maquette imprimée en 3D. Il me demande de mettre mes lunettes virtuelles et je plonge dans la modélisation 3D. Je rencontre son avatar qui m'explique sur place pourquoi il a fait tel ou tel choix de design. Je deviens son directeur artistique, son professeur. Il apprendra de mes enseignements et verra, selon moi, ce qui est le plus à risque de procurer de belles émotions aux clients. Il connaîtra mes goûts. Il apprendra puis maîtrisera les styles en architecture. Je pourrais lui demander d'intégrer un style en particulier, art déco, contemporain, métamoderniste. Donc, à tout moment, il peut me fournir une estimation détaillée des goûts.
Et dès que le client a accepté notre design, le tout est envoyé à la ville pour une demande de permis. L'intelligence artificielle de la municipalité, un peu moins rapide, réussit quand même à analyser la conformité du projet et mettre le permis le lendemain. Donc ensuite, peut-être que mon assistant pourrait même me dire instantanément quel entrepreneur doit soumissionner en fonction de ses disponibilités, l'expérience dans des projets similaires, sa réputation, etc. Bon, c'est peut-être un peu rapide tout ça, on sait très bien que dans notre domaine, tout doit être très bien décanté. Mais quand on demande au commun des mortels c'est quoi un architecte, il nous répond c'est un professionnel qui dessine des plans d'une maison. Eh bien, je pourrais m'objecter à cette définition et dire qu'un architecte, c'est quelqu'un qui, tout simplement, définit ce qui devrait être bâti à cet endroit précis. Oui, notre profession sera appelée à se redéfinir. Ce qui m'amène à conclure sur les peurs et les espoirs que génère en nous cette nouvelle technologie. Ça vous rappelle quelque chose? C'est l'œil de Hall, l'intelligence artificielle, dans le film 2001, l'Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick, qui célèbre en passant cette année son 50e anniversaire. Le film, pas Stanley. Donc, une des premières peurs qui nous vient à l'esprit, c'est la désuétude de l'humain. Plus précisément, les pertes d'emplois. Très certainement, des emplois disparaîtront. En faisant de la recherche pour la conférence, j'en suis venu à la conclusion que je ne pouvais plus rien prendre pour acquis. Tout ce qui me semblait impossible à réaliser pour une machine et exclusif au génie humain s'est considérablement réduit. L'intelligence artificielle prendra-t-elle toutes les décisions pour nous, puisqu'elle nous surpassera dans tout, même dans l'art, même dans la création? Pouvons-nous concevoir que les artistes de demain puissent être des programmes informatiques? Pouvons-nous accepter qu'une IA se charge de nous faire vivre toutes nos émotions? Stephen Hawking, Bill Gates, Elon Musk ont mis de sérieuses mises en garde et ont souligné l'importance de réglementer et d'encadrer fortement cette nouvelle discipline. D'autres sont convaincus qu'une sorte de Dieu finira par jaillir de ces mathématiques déjà hors de portée. Un certain Anthony Lewandowski, qui se prend pour un prophète, vient de créer l'église Way of the Future, qui annonce l'arrivée d'une nouvelle divinité. Pas des blagues. Yoshua Bengio, notre grand gourou de l'intelligence artificielle québécois, sommité mondial, nous rappelle que cette discipline n'en est qu'à ses balbutiements, qu'il n'existe encore aucune recherche sur l'autoprogrammation. On est donc très loin de la matrice. De plus, j'ai remarqué que l'humain a la mauvaise habitude de tout personnifier. Vous savez, c'est quoi la personnification? Ça consiste à attribuer des propriétés humaines à des animaux ou à des choses inanimées, comme le faisaient les chamans animistes. On donnait une âme aux animaux, aux cours d'eau, aux arbres, etc. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Il ne faut pas succomber à la peur. L'IA imite les humains. Elle peut leur ressembler. Elle peut nous confondre. Mais ça reste un programme informatique. Ça reste des algorithmes, et pas un être. L'apparition d'une nouvelle technologie génère une multitude d'opportunités, qui à leur tour génèrent une multitude d'emplois. À l'heure actuelle, nos usines sont très robotisées. Mais quelqu'un peut me dire c'est quoi le taux de chômage au Québec? C'est un creux historique. On est en pénurie de main-d'œuvre à l'heure actuelle. Donc notre métier n'est pas du tout menacé à court terme. L'IA, c'est un outil. Des tâches nous seront retirées, mais ce sera pour le mieux. On produira probablement plus de plans, mais on fixera les paramètres. Un autre point important, c'est qu'en ayant la possibilité d'explorer une multitude d'options et de stratégies, nos réalisations resteront beaucoup plus fidèles à nos concepts, à nos intentions. On pourra jouer avec des paramètres encore plus nombreux et de façon plus précise. On comprendra mieux ce qu'on fait. Une grande partie des tâches analytiques, comme on l'a vu, seront reprises par l'IA, qui a l'immense avantage d'avoir accès aux données massives. Nous, on ne peut simplement pas faire ça. Et la réalité, c'est que l'IA peut battre l'humain dans plusieurs disciplines, mais elle se fait battre en bout de ligne par une seule chose. C'est le duo intelligence artificielle plus humain. Et ça, c'est très important. Ça nous en dit long sur ce qui s'en vient. Ça annonce en effet l'association humain-machine. Notre monde connaîtra de grandes mutations et les industries elles-mêmes changeront. Notre mode de vie sera à redéfinir plus rapidement et on développera de nouvelles relations, une nouvelle intégration entre la technologie, l'humain et l'environnement. On ne sera pas remplacé, on sera augmenté. On le sait tous, le progrès a toujours lieu et continuera. Mais l'évolution se fait toujours graduellement et il y a adaptation. Alors que la machine apportera efficacité et performance, nous on apportera les objectifs, le but, la passion, le rêve. Merci.